Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre pour cette rencontre avec monsieur Jacques Baudouin et Michel Baudouin. Bonjour à vous. Eh bien bonjour, on est content de vous voir. Ah ben, et moi encore plus, vous imaginez pas. Je veux dire pourquoi, parce que dans le fond, étant donné que je suis complètement retiré des affaires, vous faites partie de l'infime partie des fans qui me restent. C'est pourquoi soignez-vous bien, ne faites pas d'imprudence, couvrez-vous quand vous sortez le soir. Et vous alors, monsieur Baudouin, comment ça va? Ben ma foi, ça va bien parce que je suis quand même dorloté. J'ai quelqu'un qui ne sait que faire. On se demande de qui vous parlez. Michel, voilà, elle se dévoue pour moi. Nous avons 45 ans de mariage. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas rien, en effet. Oui. Et moi, je suis un très vieux débris. Et nous sommes dans Télécom. J'ai quand même commencé ma carrière. J'ai passé mon baccalauréat juste avant la guerre de 39-40. Ça vous met tout de suite dans le bain, n'est-ce pas? Ah ouais, en effet. Alors, on va parler de tout ce qui s'est passé pour vous, Philibert, Pollux, etc. Ça, c'est Je vous écoute. C'est tout ce qui s'est passé, mais j'aimerais qu'on commence par le commencement, déjà. C'est ce qui me paraît le plus intéressant. Comment ça vous est venu, cette envie, ce souhait de faire de la scène, de faire du musical, en fait? Bien, vous savez, je vous dirais d'abord, je suis d'une extraction tout à fait modeste. Mon père était coiffeur dans une petite ville de la vallée du Rhône, Tournon, qui est connu pour son vin formidable de l'Ermitage, qui est juste en face. Bon. Et j'ai fait des études très simples au début à la communale, comme tout le monde. Donc, je sais ce que c'est que le prolétariat. J'ai pratiqué. Et puis, je suis tombé sur un hussard noir de la République qui a dit à mon père un jour, vous devriez le mettre au lycée. À Tournon, il y a un lycée qui a été fondé par le cardinal de Tournon, le grand premier ministre de François Ier, en 1536. Par conséquent, c'est une maison remarquable. Et là, je suis tombé dans le secondaire, j'ai été ébloui, j'ai fait du grec et du latin. Je suis tombé dans une position tout à fait magique. Et j'ai été mis au monde une deuxième fois. D'accord. Donc, quand on vous parle de l'égalité des chances, mon père n'avait pas d'argent, nous n'avions pas d'argent. On pouvait faire des études au lycée à ce moment-là aussi bien que n'importe qui. Je me suis retrouvé mêlé à l'élite de la nation, les fils de notaires, les fils de docteurs, etc. Et quand est arrivée la guerre de 40, les chances ont changé parce que il n'y avait plus de rentrée d'argent à la maison. J'ai pris mon baccalauréat sous le bras et je suis rentré dans une usine comme manœuvre. Ça, c'est le début. D'accord. Mais en ce qui concerne votre question, pour savoir comment je suis tombé dans cette potion magique du spectacle, ma famille ne disposait d'aucun artiste. Il n'y avait pas d'antécédents. J'allais au cinéma à peu près 2 fois par mois, je n'avais pas beaucoup d'argent de poche, et ça a été mon conservatoire. C'est-à-dire que le cinéma parlant, parce que j'ai connu le muet aussi, vous voyez à quel point je suis un vieux démon. Le cinéma parlant, j'ai vu, et notamment, mais on va y arriver, hein, on va y arriver. je vous écoute avec beaucoup de passion. J'ai vu notamment, grâce à Pagnol, et par exemple avec le premier film qui était véritablement très réaliste, êtres humains, au point de vue de la comédie, j'ai vu comment on pouvait jouer la comédie réaliste, alors qu'avant, c'était toujours « Alors, le croissant, c'était un convoi d'été, loin !» Et là, d'un seul coup, j'ai vu changer quelque chose, mais il n'était pas du tout question que je fasse ce métier. D'accord. Alors, l'étincelle... J'ai joué Philinte dans le Misanthrope. C'est pas le plus simple. Quoi, vous alliez dire à la vieille Émilie que le blanc qu'elle a scandalise chacun, que son âge, etc. Là, j'ai eu un déclic, mais il n'était pas question que je fasse ce métier. Donc la guerre est arrivée. J'ai fait la guerre. Ouais. En 1945, quand ça a été terminé, à la frontière autrichienne, avec le 4e tirailleur marocain, je n'avais rien, mais j'avais fait rire un peu autour de moi. On était tous dans la mélasse.
la guerre, c'est pas très amusant, surtout dans l'infanterie, c'est pas très amusant. C'est sûr. Alors, la seule chose que je savais, c'était ça. Je savais distraire un peu les gens, mais je n'avais toujours pas fait. Et puis j'ai rencontré quelqu'un dans la Résistance qui connaissait un petit groupe qui travaillait à Lyon, qui s'appelait les Compagnons de la musique. Qui sont devenus les compagnons de la chanson. C'est ça? Exactement. Voilà. Voilà. Alors là, je suis rentré dans quelque chose qui n'était pas encore professionnel, mais il y avait une petite indication. Ça commençait à... Car ils sont devenus les compagnons de la chanson. Quand ils ont rencontré Piaf, moi je suis parti à ce moment-là pour essayer de me monter quelque chose tout seul. Et là, je suis devenu indépendant. Voilà, vous connaissez mes débuts d'une manière un peu trop développée, peut-être. Non, non, au contraire, avec plaisir, parce que moi, je veux encore plus les développer. Est-ce que vous vous souvenez du premier sketch que vous avez écrit? Oui, j'avais fait un... Moi, je ne faisais pas des imitations, j'écrivais des pastiches, ce qui est tout à fait différent. C'est-à-dire que j'écrivais dans le style du comédien. Par exemple, j'ai commencé avec un sketch sur les bourgeois de Calais, ouais, qui était raconté par un comédien très célèbre de l'époque qui s'appelait Alerme, et aussi l'histoire des bourgeois de Calais racontée par Laurel et Hardy. Ah. Oui, mais... Et que vous imitiez? Ah oui, bien sûr, je faisais... Je racontais, je prenais les voix, mais l'important pour moi, c'était surtout de faire entrer l'histoire des bourgeois de Calais dans ces dialogues farfelus qu'il y avait entre Laurel et Hardy, car vous savez que dans le film, il y a toujours je vois un gros singe. Et si tu continues à boire comme ça, tu verras bientôt des éléphants roses. Voilà, alors, ce côté disparate, c'est amusant. C'est ce qui m'a permis d'avoir une petite approche, mais à ce moment-là, je ne faisais pas encore de musical. J'ai commencé véritablement comme professionnel à Lyon, dans un cabaret qui s'appelait comment déjà? Peu importe. Où il y avait véritablement des artistes en renom, Georges Hulmer, Edith Piaf, enfin, moi, je n'étais rien du tout. Mais j'avais joué au rugby dans ma jeunesse, et l'équipe de rugby de Lyon faisait son gala dans cette boîte, et il y a un copain qui avait joué, m'a dit, ah ben viens, puis tu vas nous raconter une salade ou deux. J'en ai raconté 2, 3, puis 4. Et puis le patron m'a dit, mais pourquoi on vous prend 15 jours? Et j'ai commencé là, avec mes bourgeois de Calais, et des imitations minutes que je faisais sur le texte de la Légion étrangère. Tiens, voilà du boudin pour les Alsaciens et pour les Lorrains. Ça, c'est vraiment les débuts. Et en repensant à ce premier sketch, et à tout ce que vous avez fait ensuite, bien sûr, est-ce que vous diriez que votre style d'écriture a évolué, ou est-ce que dès le départ, vous aviez trouvé votre style et vous l'avez suivi finalement? Ça, c'est une très intéressante question. Merci beaucoup. C'est une très intéressante question, parce que si vous faites du pastiche, vous êtes quand même obligé d'avoir quand même pas mal lu. Ouais. Pour connaître les ponts, les passerelles des auteurs que vous êtes en train de pasticher. Dans l'histoire des bourgeois de Calais, il y avait un chansonnier très célèbre à l'époque qui s'appelait Max Régnier. J'avais un épisode des bourgeois de Calais avec le style exact de Max Régnier. D'accord. C'est-à-dire, je n'empruntais pas seulement ces mots, j'empruntais ses raisonnements, sa manière de penser. D'accord. Mais alors j'ai évolué après, parce que bien entendu, ça c'était au début, je faisais des pastiches, mais après, j'ai voulu me trouver un personnage. C'est comme ça qu'un jour, j'ai créé le personnage de Philibert. Philibert, on en parlera un petit peu tout à l'heure. Il y a des rencontres qui vous ont vraiment marqué dans vos débuts, même dans toute votre carrière, j'ai envie de dire. Les rencontres les plus marquantes pour vous? Il y a une rencontre qui a été décisive, par exemple, en ce qui concerne Philibert, c'est que j'ai rencontré le directeur de... Comment dirais-je, de Radio Luxembourg, qui s'appelait pas RTL à ce moment-là, qui s'appelait Radio Luxembourg, et le directeur artistique
était quelqu'un qui a quand même une grande réputation d'écrivain. C'est celui qui a écrit Les Minuits de Dr. Schweitzer, c'est-à-dire Gilbert Cesbron. J'avais fait une émission ou deux, mais je n'étais pas connu du tout. Puis un jour, j'ai eu un accident de voiture du côté de Vichy. Quelqu'un a téléphoné à la clinique, c'était Cesbron, que je ne connaissais pas du tout, qui prenait de mes nouvelles. Et je lui ai dit, ben, j'en ai pour 15 jours, là. Mais il m'a dit, profitez-en, faites-moi une maquette, vous n'avez pas une idée d'une petite émission quelconque, etc. J'ai donc accouché de Philibert à la clinique. Et Gilbert Cesbron, pour moi, ça a été extrêmement important parce que c'était quelqu'un de très compréhensif, pas du tout pas de rigidité, rien du tout, mais qui avait une classe naturelle qui faisait qu'on avait envie d'être à la hauteur. Et quand il m'a dit, votre maquette est prise, on va vous faire quelques émissions avec vous, j'étais seul puisque je faisais tous les personnages de mon émission. Oui, bien sûr. Bon. Et il m'a dit, soyez très attentifs, vous allez passer entre 19h et 20h. C'est-à-dire que vous êtes sur une antenne qui, sur la Belgique, sur le Luxembourg, sur une partie de l'Allemagne, une partie de l'Angleterre, tout le nord de la France. Et écoutez, vous avez là un nombre considérable d'auditeurs, et c'est de l'auditeurs populaire. Ces gens-là, il ne faut pas leur donner le sens d'en bas, il faut leur donner le sens d'en haut. Adressez-vous à eux en vous disant qu'ils sont parfaitement capables de comprendre ce qui est fin et qui est intelligent. Alors c'est à vous de faire des efforts pour être très intelligent. D'accord. Oui, mais ça c'est très important. Et puis alors, dans tous mes débuts, ma famille était tout à fait opposée à ça. D'abord, ils n'avaient pas les moyens, puis ils ne savaient pas du tout ce que c'était. J'ai rencontré un homme charmant qui, lui, était entrepreneur en bonneterie, et qui avait une situation, bien entendu, et qui, lui, m'a dit, mais moi, j'y crois, il faut que tu le fasses. J'avais rien, j'avais pas un sou, j'étais trop fiant, rien. Et ce type m'a tenu la tête hors de l'eau parce qu'il a dit, chaque fois que j'y allais avec un sketch, il me disait, non, je peux y aller. C'était votre premier soutien, en fait. Pardon? Votre premier soutien, la personne. Ah oui, très, c'est ça. C'est mon premier soutien, très important. Très important parce que lui, il m'a donné confiance. D'accord. Parce que autour de moi, la famille, c'était, il n'est pas bien, ça va pas, qu'est-ce qu'il fait là, je sais pas. Alors, il s'appelait Marcel Boger. Et c'était quelqu'un pour moi qui m'a accouché après mon professeur de latin grec. C'est lui qui m'a accouché pour une 3e fois. D'accord, très bien. On me disait donc, un personnage très important pour vous, c'est Philibert. Oui. C'est un personnage très important. Il y a eu un nombre de sketchs incalculable de Philibert. Vous savez combien il y en a eu? Plus de 1000. Ah oui, quand même. Plus que ce que je pensais, quand même. J'ai quand même vous raconter pourquoi j'ai fait Philibert. Quand on est enfant, vous le savez, il y a quand même une autorité au-dessus de soi qui est l'autorité paternelle. Et cette autorité, quand même, vous êtes passé par une épreuve. Mais vous avez eu quelqu'un qui a été votre soutien. Mais moi, avec mon père, j'avais pas des affinités bien particulières. Et il était très autoritaire. Et je me disais, même quand j'avais rien fait, que c'était toujours, ça suffit, tu te tais, ça suffit, ça suffit. Bon. Et je me disais, c'est quand même marrant. Et quand j'ai créé Philibert, j'ai changé. J'ai fait de Philibert un personnage raisonnable et le père de quelqu'un qui vasouille à côté, quoi, qui n'était pas du tout. Et l'autorité était passée du côté de Philibert. C'était lui qui est péremptoire, c'est lui qui mêle le train. D'accord. Voilà. Du coup, Philibert, il y a eu plus de 1000 sketchs, mais est-ce que vous auriez eu envie de faire de ce personnage un personnage de BD peut-être, de bande dessinée, de livres, de romans? On a essayé, mais j'en ai écrit des romans, je vous en ferai tout à l'heure. Mais on a essayé de le faire avec une bande dessinée au début, j'avais demandé à Faisan de le faire avec moi, et puis lui ça n'intéressait pas parce qu'il avait sa propre carrière, etc.
Et j'ai fait une tentative, mais qui était avec un mauvais dessinateur, ça n'a pas été plus loin. C'est drôle qu'on me posait cette question, parce qu'effectivement, l'intérêt de la radio, c'est que l'imagination de l'auditeur fait son dessin. Ouais. C'est une très bonne question. Quand ils écoutaient, les gens étaient persuadés effectivement qu'il y avait le personnage du père Fournier, le père, il y avait les voisins, etc., les deux mômes, etc. Et ça, c'est drôle, parce que l'auditeur faisait sa bande dessinée, exactement. Est-ce que si vous deviez ne garder qu'un sketch mettant en scène Philibert, est-ce que vous seriez capable d'en choisir un parmi tous ceux qu'il y a? Oui, il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Devoir de vacances. Oui, d'accord. Avec le fameux cahier de vacances que Philibert n'a pas fait. Exactement. Vous savez, Guillaume, vous êtes un client, hein? Je suis un très grand client de Philibert, en effet. Qui plaît beaucoup à notre fille et à ses enfants. Ce sketch est intemporel. Ah oui, oui, ça oui, parce qu'on bien sûr. On fait toujours pas nos devoirs de vacances. Voilà, vous êtes toujours des vilains. Oui, exactement. Alors on parle musique, parce que vous êtes un artiste complet, donc on l'a dit, comédien, chanteur, imitateur, mais vous êtes fan de lyrique et de jazz aussi. D'où vient cette passion? En fait, au début, quand j'ai fait mon premier truc, j'écrivais des chansons. Pour moi, j'ai un dieu qui est toujours un dieu, d'ailleurs pour moi, c'est Charles Trenet, parce que je considère que personne n'est arrivé à cette aisance musicale, vocabulaire, humour, côté aussi sombre. Pour moi, c'est comme Charles d'Orléans. C'est costaud. D'accord. Et en plus de ça, c'est facile. Donc j'écrivais des chansons. Seulement comme je faisais rire, et puis brusquement, un jour, très rapidement, je suis tombé sur un patron de cabaret qui m'a dit « Il faut que tu choisisses, hein, ou tu les fais rire. » Et moi, je n'hésiterai pas à faire des rires, et puis tes chansons, on verra plus tard. Mais la musique, ça m'intéressait. Ouais. Alors il n'empêche que j'avais la chance d'avoir une voix naturelle de baryton. Et puis, c'est un fait que j'ai un petit don musical quand même. Vous avez l'oreille musicale. Alors, j'ai commencé quand même à travailler là-dessus. Et rapidement, dans mes pastiches, par exemple, tous les pastiches que j'ai faits, c'est moi l'auteur de la musique. D'accord. Mais comme Trenet, je ne sais pas l'écrire. Trenet ne savait pas écrire la musique. Il n'était pas le seul. Pavarotti ne sait pas lire la musique. D'accord. Ça, je l'apprends par contre. Ah non, je ne savais pas lire une partition, mais l'oreille infallible. D'accord. Ce genre d'appréhension ne m'empêchait pas d'avoir une certaine aisance pour composer des mélodies. Je suis assez mélodiste. Hein. D'accord. Mais entre ça et se trouver devant un orchestre de 100 musiciens, comme ça m'est arrivé, par exemple, quand j'ai chanté de Offenbach, ouais. Parce que il y a une chose qui est considérable, c'est de savoir la qualité des musiciens d'un orchestre comme l'Orchestre National. Quand vous arrivez là, il y a 104 jeunes gens, qui sont d'ailleurs des types qui ont fait des études qui sont beaucoup plus longues que celles quand on exige d'un médecin, et qui en plus, toute leur vie, sont obligés de continuer à travailler, à passer des gammes, etc., etc. Or, ces gens-là, c'est la perfection. Et moi, j'arrivais là, avec mon oreille, mais une frousse monumentale, parce que je me disais quand même, qu'est-ce que je vais faire? Mais une sacrée envie quand même. Hein? Vous aviez très envie de le faire, ça. Ça devait être grandiose. Oui, c'est absolument grandiose. Le premier truc que j'ai fait, c'était dans la Chauve-souris, où il y a une ouverture qui est très prestement jouée. Et il y avait un jeune chef d'orchestre
qui s'appelait Hartmann, qui c'était sa première direction d'orchestre. Et là, j'ai vu ce que ça pouvait être la férocité des musiciens. Ils savaient que c'était sa première direction. Ils l'ont emmerdé, sans arrêt. Il a quitté sa veste, il a quitté son gilet, et il les a pris pupitre par pupitre, et il a fini par les avoir. Mais ça a duré 2 heures. Ah là là. Et là, quand j'ai vu, mais il y a des choses que j'ai vues, découvertes dans ce métier, où il y a de la férocité, de la cruauté. Oui, la personnalité des gens. Seulement, le milieu musicien, c'est là. Et quand j'ai fait un autre truc d'Offenbach qui s'appelle Monsieur Choufleury restera chez lui, il y a Offenbach a écrit un passage de la musique de Bellini, très chanté, très costaud, c'était tout à fait un vrai. Je me suis lancé dans ce truc-là, j'avais une trouille. Et quand ça a été fini avec leurs archers, ils m'ont fait le plaisir de taper sur le truc pour me montrer que c'était bien. Alors là, j'avais... On parle de cinéma un petit peu? Alors, le cinéma, ça sera très vite fait. Bah oui, sauf qu'il y a quand même... j'ai fait vous avez quand même côtoyé... J'ai fait deux choses. J'ai fait 2 choses. C'est-à-dire, j'ai tourné 2 heures dans le Viager. Voilà. Et j'ai tourné 3 jours dans la Grande Vadrouille. Voilà, ce qui est quand même assez notable. Vous avez côtoyé Bourvil, Louis de Funès, qui sont quand même des comédiens comme on n'en fait plus aujourd'hui. J'étais surtout très ami avec Bourvil. Et Bourvil était un type adorable. C'était facile de travailler avec lui. Il était charmant. Avec de Funès, c'était pas facile. Un petit peu plus rude. Par contre, ce que j'ai fait beaucoup de radio. J'écrivais 3 sketchs par jour. Roca, 2, Orgue, 2. Moi, je m'entendais 4. Bon. Mais alors ça, c'est l'enfer, hein, parce que vous n'en dormez plus, là. Comment vous trouviez l'inspiration constamment? Ben voilà, vous posez la question. Le muscle, le cerveau est un muscle, c'est pas douteux. Ouais. Parce que quand même, à force de tirer dessus, au début, je me disais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Dans le mois, j'écrivais 104 sketchs. Bah oui, quand même, oui. Et je me disais, c'est pas possible. Et puis, on y arrive. Et là, c'est-à-dire, là, j'ai eu 3 ans, de 70 à 72, à 70, 71, 72. J'ai fait 3 saisons sur Europe. J'avais une Anglaise qui téléphonait de Londres, c'était tout direct, hein, et qui donnait son avis sur l'émission tous les jours. Alors, il y avait des jours, c'était « Oh, c'était funny !» Ou des jours « J'ai pas ri, c'était pas bien !» Il y a autre chose pour laquelle on vous connaît, c'est tout ce qui est doublage. Vous avez fait plein de doublages, et notamment le plus important, que je vous laisse présenter d'ailleurs. C'est Pollux. C'est Pollux, voilà. Ça, on vous connaît encore pour Pollux. Ça, c'est quand on parle aux gens de Pollux, même les enfants peuvent connaître Pollux. Surtout pour le coup, Internet a été utile, a permis de revoir des vidéos de Pollux, et ils connaissent Pollux, les enfants encore. Ben oui, ça, je vais vous raconter, c'est encore une aventure un peu spéciale, ça. Je connaissais un garçon qui travaillait dans un groupe qui s'appelait les Garçons de la rue. Ils étaient 4 ou 5 qui chantaient des chansons. Je les croisais dans les cabarets, on était parfois dans des programmes ensemble. Et puis un jour, il lui a dit, j'ai rencontré un type, là, on a fait une maquette pour la première chaîne, parce que à la première chaîne, ils sont embêtés avec Claude Létu, parce qu'ils font Nounours, et c'est Nounours qui pilote, il fait tout ce qu'il veut, il n'y a pas d'autre émission pour les mômes, pour rien. Alors on a fait une maquette avec des personnages animés sur le procédé tchécoslovaque Trinka, c'est-à-dire c'est de l'animation image par image. Par exemple, pour lever le pouce, alors deux clichés, et après on voit le pouce qui se lève, etc. Alors Pollux, c'était ça, mais attendez, Pollux n'existait pas encore. Un jour, ils viennent avec une maquette où on voyait un type avec une couronne qui montait un escalier qui descendait. Bon. Alors ils ont montré ça, et puis il y avait une fille qui s'appelait Aline Lafarge qui a écrit un sketch, et ça s'appelait le Manège enchanté. Et je me suis trouvé d'un seul coup, un jour,
devant une ribambelle de personnages, j'étais seul. J'étais seul pour faire les personnages. Alors, j'ai créé l'homme, je faisais les enfants, il y avait les enfants, il y avait une vache, il y avait etc. Mais il n'y avait pas le chien. Le chien n'existait pas. Et puis à la 6e émission, je vois apparaître sur la vidéo en haut, dans un champ de tulipes, je vois apparaître un chien qui descendait comme ça, à travers les tulipes, et qui se retournait vers la caméra et qui sortait. Alors j'ai dit, oh, bah, c'est marrant. Oh non, on a fait ça pour... On a un petit Anglais qui nous fait les images par image. On ne peut pas le payer, on n'a pas un rond. Alors il a fait une petite poupée. Alors on s'est servi de la poupée pour lui dire, voilà. J'ai dit, mais quand même, c'est... Alors, ce chien regardait la caméra exactement comme dans l'Erreur et les Hardis, quand le petit fait une connerie, le gros regarde la caméra et fait. Alors le chien arrivait et il regardait la caméra, il descendait, il se tournait vers la caméra et je lui ai fait dire avec l'accent, je cherche mon sucre, oh oh. Vous n'avez pas vu mon sucre. Bon. Alors, ils ont laissé pour faire plaisir à l'anglais. Et puis, dans la 7e, je faisais pareil. Il cherchait toujours son sucre. Dans la 9e émission, il n'y était plus. On avait enregistré les 12 premières. Et quand les gosses ont écrit, et le chien, c'est les gosses qui ont dit, mais pourquoi il n'y a plus le chien? Pourquoi est-ce qu'on voit plus le chien? Les fidèles de l'émission. Et c'est devenu la vedette du manège enchanté. C'est incroyable. Hein. Est-ce que toute cette époque-là, les époques radio pour Philibert, les enregistrements pour Pollux, est-ce que tout ça, ça vous manque des fois ou vous êtes content de tout ce qui s'est passé, mais vous êtes content aussi dans le fond, je suis content parce que j'ai eu un succès, j'ai eu des succès avec Philibert, j'ai eu des succès sur les scènes, je ne sais pas me plaindre. J'ai eu des succès quand j'ai chanté l'opéra, l'opérette, le jazz. J'ai eu des succès quand j'ai fait Pollux. Je ne sais pas me plaindre. J'étais très très content. Non, j'ai réussi. Je crois avoir réussi ma vie. Surtout, j'ai réussi ma vie professionnelle parce que j'ai fait des choses quand même très diverses. Puis j'ai beaucoup écrit. Pour moi, ce qui a été extraordinaire, puisque je suis vraiment parti de 0, puisque ma famille n'était pas de ça. Et je me suis rendu compte à quel point c'était vaste. Ça, c'est un roman que j'ai écrit. D'accord. Je ne le connais pas. Ah oui. Je ne le connais pas. Je peux? Alors, je vais vous faire un cadeau parce que je n'en ai plus que très peu d'exemplaires, mais vous nous êtes extrêmement sympathique, Guillaume. Ah écoutez. Mais oui, c'est comme ça, parce que vous avez un comportement qui est tout à fait inédit dans cette époque ravagée. Écoutez, je vous remercie beaucoup parce que ça me fait très plaisir. C'est une extrapolation, ça n'a rien à voir avec l'émission, c'est... Le personnage que j'ai rencontré, qui est un mot épouvantable, c'est l'histoire que j'ai eue avec ce sale morpion, le véritable, l'authentique. Et puis j'ai écrit une suite, après, où il a 13 ou 14 ans, où il commence ses premières amours, et ça s'appelle « Les filles, je ne sais pas comment ça marche ». Bah écoutez, M. Baudouin, en tout cas, je vous remercie beaucoup, parce que c'était un plaisir de vous rencontrer, et un plaisir de vous rencontrer aussi, Michel, du coup. Est-ce que le standing, plutôt le protocole de votre émission, permet à l'interviewé de remercier l'intervieweur? Est-ce qu'avec Michel, on peut vous dire qu'on a été heureux de passer ce moment avec vous? Ah, mais ça vous pouvez, parce que de toute façon, c'est moi qui décide de ce qu'on fait dans l'émission. Donc je vous autorise à le faire, et ça. J'ai été heureux de faire ce métier parce que quand même, je sais que j'ai fait du plaisir, j'ai donné de la joie aux gens, je leur ai fait
je leur ai fait passer des moments. Vous savez, quand vous avez des salles de 1000 personnes, comme vous, à l'Olympia, quand vous c'était dit presque 2000, et que vous voyez que ça bouge, etc., et que, c'est formidable. C'est pas qu'on est fier, mais c'est qu'il y a quelque chose de très chaleureux, c'est qu'il y a une connivence, il y a quelque chose qui fait que c'est réussi parce qu'on s'amuse ensemble. Pour le reste, le cabotinage, ça m'a jamais beaucoup intéressé. C'est pourquoi je vis comme je continue à vivre. C'est pourquoi j'ai une épouse qui se promène pas avec une plume et un chapeau. Ça dépend des jours.